Les sanctions de l'ONU contre l'Iran ont été rétablies samedi soir après l'échec des négociations sur son programme nucléaire avec les puissances occidentales. Ce retour en vigueur des mesures donc punitives à l'encontre de l'Iran après des discussions qui ont échoué. Une résolution portée par la Chine et la Russie. La réaction de Téhéran ne s'est pas fait attendre et elle promet la réponse adéquate de son côté. Les puissances occidentales, bien qu'ayant réactivé ces sanctions, affirment vouloir reprendre la trajectoire de la diplomatie ou de la négociation. Les puissances occidentales, fin août, ont réactivé un mécanisme qui s'appelle le snapback en accusant l'Iran de violer les accords de Vienne. Les accords de Vienne de 2015, des accords déjà fragilisés par le retrait unilatéral des États-Unis en 2017 lors du premier mandat du président Trump. Cela dit, les puissances occidentales, fin août, ont accusé l'Iran de ne pas respecter l'accord en question. Et puis, l'Iran, de son côté, affirme et persiste que son programme nucléaire est à des fins civiles. D'ailleurs, elle est membre du TNP. Et l'Iran se dit d'ailleurs pleinement engagé dans la non-prolifération des armes sous le contrôle de l'Agence internationale de l'énergie atomique pour garantir que son programme ne soit pas à des fins militaires. Cela dit, depuis plusieurs décennies, le dossier du nucléaire iranien anime la scène internationale, créant de vives tensions au Moyen-Orient et risquant même de bouleverser l'échiquier géopolitique, non seulement au Moyen-Orient, mais aussi à travers le monde. Madame, monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre comme chaque jour à cette heure-ci pour l'échiquier international. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'être accompagné ce soir de Bassem Laredj, qui est expert en stratégie géopolitique. Bassem Laredj, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Alors, sans plus attendre, je vais vous mettre directement dans le bain. Et je le disais à l'instant, depuis plusieurs décennies, le dossier du nucléaire iranien occupe la scène internationale, crée de vives tensions au Moyen-Orient et va même pratiquement jusqu'à bouleverser l'échiquier géopolitique mondial. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ou faire un point pédagogique pour nos téléspectateurs? C'est quoi le dossier du nucléaire iranien? Le dossier iranien, effectivement, il y a l'Iran qui développe depuis un certain nombre d'années son programme nucléaire officiellement qui est civil. Donc, en vertu du TNP, il a tout à fait le droit d'enrichir de l'uranium pour des activités civiles, notamment sur le plan énergétique et sur le plan médical. De l'autre côté, on a un certain nombre d'États, notamment des États occidentaux et Israël, qui accusent l'Iran en réalité de développer un programme nucléaire militaire derrière cette façade civile, ce que l'Iran rejette catégoriquement. Et l'Iran est un membre signataire du TNP, donc officiellement, et qui autorisait également les inspections de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Donc officiellement, l'Iran ne développe pas un programme nucléaire, mais on a vu dernièrement l'évolution de la situation au Moyen-Orient avec les bombardements américains et israéliens qui ont ciblé les centrales nucléaires iraniennes sous prétexte qu'il y avait un programme nucléaire militaire qui était très avancé. On va revenir justement sur ces bombardements, mais aussi leur relation avec les sanctions actuelles. J'entends bien ce que vous venez de nous dire et d'expliquer, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer finalement que reprochent les Occidentaux? Simplement aussi, dans le cadre d'un point pédagogique, que reprochent finalement les Occidentaux à l'Iran quand, vous l'avez dit, elle est membre du TNP, qui est un mécanisme important dans la non-prolifération des armes nucléaires. Il faut rappeler qu'en 2015, il y a eu l'accord sur le nucléaire iranien qui a été signé entre l'Iran et les 5 plus 1, donc les 5 membres permanents plus l'Allemagne, et donc selon cet accord, avec le renforcement des inspections de l'Agence internationale dans les centrales nucléaires iraniennes, il allait y avoir une levée des sanctions qui ciblait l'Iran depuis de nombreuses années, notamment les sanctions économiques. Et effectivement, de 2015 jusqu'à 2018, l'Iran s'est conformé à cet accord, avant que les États-Unis, avec l'arrivée de la nouvelle administration Trump, c'était lors de son premier mandat, décident de manière unilatérale de se retirer de l'accord. Et les Européens, finalement, ont montré leur incapacité à résister à la pression américaine, parce que les Américains avaient pris des mesures pour sanctionner toutes les entités ou entreprises étrangères qui allaient coopérer avec les Iraniens. Donc, dans les faits, finalement, l'Iran n'a pas pu engendrer les gains attendus avec la signature de cet accord. Et donc, en réaction, l'Iran a commencé à augmenter l'enrichissement de l'uranium
pour faire pression aussi de son côté sur les autres puissances pour qu'elles respectent leurs engagements issus de cet accord. Et aujourd'hui, les puissances occidentales reprochent à l'Iran d'enrichir de l'uranium à 60%. Donc, ce qui rapproche du seuil militaire, en tout cas nécessaire pour fabriquer l'armement nucléaire, qui est à 90%. Et selon eux, c'est le seul État sur le plan international, en dehors des puissances militaires nucléaires, qui a atteint ce seuil. Donc, d'où les suspicions sur un éventuel programme nucléaire iranien caché. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces sanctions qu'on impose aujourd'hui à l'Iran? Donc là, on a un retour des sanctions qui étaient déjà adoptées avant 2015 et qui ont été suspendues à travers l'accord entre les 5+1 et l'Iran. Donc c'est le retour de l'embargo en réalité sur la vente d'armes conventionnelles. On a également des sanctions économiques, donc qui ciblent toutes les entités, personnes ou individus qui sont officiellement en lien avec le programme nucléaire iranien ou avec le programme balistique iranien. Donc plus des sanctions économiques en plus du gel des avoirs iraniens. Donc on voit que sur le plan des mesures, c'est des mesures qui sont assez dures quand même et qui peuvent impacter négativement l'économie iranienne. Et le but, c'est de faire pression sur l'Iran pour les ramener à la table des négociations directes avec les États-Unis, ce que les Iraniens refusent depuis les dernières opérations américaines et attaques israélo-américaines contre le territoire iranien. D'ailleurs, hier, il y a la réaction du chef de la diplomatie américaine n'a pas tardé. Il a affirmé que l'Iran devrait faire office de bonne foi et revenir sur la table des négociations. D'autres puissances occidentales, donc je parle notamment de l'Allemagne, enfin européenne, je parle notamment de l'Allemagne, de la France et du Royaume-Uni, ont affirmé vouloir revenir sur la table des négociations, ayant voulu ces sanctions par le mécanisme snapback. Cela dit, la réaction de l'Iran ne s'est pas fait attendre. L'Iran affirme que ces sanctions sont illégales et qu'elles se heurtent à un vide juridique. C'est ce qu'a déclaré le président iranien, affirmant que 2 membres du Conseil de sécurité, en l'occurrence la Chine et la Russie, rejettent ce mécanisme. Concrètement, que dit le droit international en votre qualité d'expert en droit international, et vous connaissez bien le Moyen-Orient, que dit le droit international concernant ces sanctions? Est-ce qu'il y a un vide juridique? Là, il faut revenir à l'accord de 2015, et dans l'accord de 2015, effectivement, il y avait une clause qui permettait le retour des sanctions sans passer en supprimant la possibilité d'un droit de veto. Donc, en soi, ni la Chine ni la Russie ne pouvaient exercer leur droit de veto. Même si, avant-hier, ils ont essayé de prolonger l'accord de 2015 de 6 mois pour éviter l'imposition le retour des sanctions, ce qui a été rejeté par le Conseil de sécurité. Est-ce que, selon certains observateurs, s'il y a une objection dans les 30 jours qui suivent le vote du Conseil de sécurité, ces sanctions ne passeront pas. Est-ce qu'on peut s'attendre à une réaction peut-être de la Chine ou de la Russie? Oui, de toute façon, la Chine et la Russie ont déclaré que le retour de ces sanctions était illégal. Donc maintenant, il faut suivre attentivement leurs réactions sur le terrain, en dehors des déclarations. Est-ce qu'ils vont continuer leurs relations économiques avec les Iraniens? On sait que les Chinois sont un grand importateur de brut iranien. Et les Russes également, ils ont une importante coopération, notamment sur le plan militaire. Avec les Iraniens, il ne faut pas non plus oublier ce contexte, d'où peut-être ces sanctions européennes, parce qu'on a vu une pression inattendue, on va dire, des Européens sur ce dossier. C'était une manière aussi de se remettre au devant de la scène internationale et peut-être une manière de faire payer à l'Iran son soutien à la Russie sur le dossier ukrainien. Est-ce qu'on peut voir justement dans cette réaction de l'Europe non seulement une façon de punir l'Iran vis-à-vis de l'Ukraine, mais est-ce qu'on peut aussi voir une façon pour les puissances européennes, notamment les 3 qui ont déclenché le mécanisme snapback, une façon de revenir au Moyen-Orient autant qu'Occident? Parce qu'on sait que l'Occident aujourd'hui est en perte de vitesse au Moyen-Orient, est en perte de vitesse dans le cadre de l'hégémonie internationale. Est-ce que ce n'est pas une façon de revenir de s'unir finalement et de complètement se soumettre aux États-Unis pour maintenir cette hégémonie occidentale au Moyen-Orient? Oui, on peut dire effectivement que les 3 E, comme ils les qualifient, donc l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France, à travers le déclenchement du snapback en réalité, essayent de jouer un rôle sur ce dossier nucléaire, alors qu'en réalité c'est plutôt les Américains. On l'a vu après le retrait des Américains, les Européens n'ont rien pu faire, même s'ils ne se sont pas retirés de l'accord. Les entreprises européennes n'ont pas pu établir de relations économiques avec les Iraniens, de crainte de voir les Américains les sanctionner. Donc on voit que finalement le rôle des Européens sur ce dossier reste très très marginal, et d'où l'appel en réalité des Européens au retour des négociations directes entre les Iraniens et les Américains. Donc là on voit un alignement des positions entre les Européens et les Américains, parce que les Américains appellent depuis les bombardements
qui ont ciblé l'Iran à des négociations directes avec Téhéran, ce que Téhéran refuse catégoriquement pour le moment. Justement, on va rester sur la réaction iranienne. Le président du Parlement iranien a averti que l'Iran prendrait des mesures de rétorsion contre les pays européens responsables de cette initiative. Face à une telle situation, peut-on aujourd'hui dire que l'Iran finalement a une réaction légitime en restant très ferme sur ses positions, mais en sa qualité aussi, est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui l'Iran est en train de résister face à une certaine hégémonie occidentale au Moyen-Orient, étant le seul pays finalement qui n'est pas complètement féodé à l'hégémonie occidentale? Oui, l'Iran continue d'affirmer son indépendance, notamment sur le dossier nucléaire et son droit à enrichir de l'uranium, comme l'y autorise parfaitement le TMP. Ce que l'administration Trump lui refuse. On a vu après les bombardements, l'administration Trump réclame à ce que l'Iran cesse catégoriquement d'enrichir l'uranium. Il y a aussi une tentative de lier ce dossier avec l'armement balistique, qui ne sont pas directement liés, et les Iraniens refusent également que le dossier balistique soit connecté au dossier nucléaire. Quelle pourrait être la réponse iranienne ou quels sont les mécanismes dont dispose aujourd'hui l'Iran pour répondre à l'Europe? Il y a eu déjà une première réponse d'un niveau diplomatique avec le rappel des ambassadeurs iraniens présents en France, en Allemagne et au Royaume-Uni pour des consultations. On peut imaginer également une limitation de la coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. On a vu également des parlementaires qui ont menacé en disant que l'Iran devait se retirer du TMP. On n'est pas encore à ce stade, mais c'est une hypothèse qui ne peut pas être exclue, même si à l'heure actuelle, le président iranien a confirmé que l'Iran souhaitait poursuivre les négociations et a essayé de trouver un compromis avec les puissances occidentales qui respectent bien évidemment la souveraineté iranienne. Une question qui, à mon sens, devrait être posée. Est-ce qu'aujourd'hui, le parallèle entre ce qui est qualifié désormais de la guerre de 12 jours, lorsque l'entité sioniste et les États-Unis, par des frappes conjointes, ont frappé, vous l'avez signalé en début d'émission, des centrales nucléaires iraniennes, et ces sanctions-là, est-ce qu'on peut faire le parallèle où ces deux événements différents, où ces événements-là s'enchaînent et se poursuivent pour faire pression non seulement sur l'Iran, mais sur l'ensemble de la région du Moyen-Orient? Non, c'est des événements qui sont totalement connectés parce qu'officiellement, la justification qui a été présentée par Israël et les États-Unis, c'est que les Iraniens avançaient d'une manière très très rapide sur leur programme nucléaire et ils n'étaient pas très loin de développer l'armement nucléaire, d'où les attaques qui ont ciblé les centrales nucléaires iraniennes pour tenter de mettre fin à leur programme, soi-disant militaire. Et effectivement, là, les nouvelles sanctions vont dans cette continuité. On ne peut pas non plus exclure un retour à une confrontation armée ou une nouvelle attaque ciblant l'Iran. Vous pensez que les États-Unis ou l'entité sioniste peuvent poursuivre? Ça reste une hypothèse qui reste toujours possible en réalité, parce que comme on n'a pas d'informations, on n'a pas d'informations très claires sur le potentiel iranien en matière d'enrichissement d'uranium, les États-Unis officiellement ils ont déclaré qu'ils avaient mis fin à leur programme nucléaire, notamment lorsqu'ils ont bombardé la centrale de Fordow. Et on sait qu'il y a 400 à 400 kg d'uranium enrichi. Et on ne sait pas la réalité de cet uranium aujourd'hui. Quelle quantité a été perdue? Est-ce que cette quantité a été préservée par les Iraniens? Et donc ça peut être également un autre prétexte qui pourrait être réutilisé pour attaquer une nouvelle fois l'Iran. Dans le dossier iranien ou du nucléaire iranien, l'Agence internationale du contrôle atomique est souvent controversée et est souvent pointée du doigt pour ne pas être vraiment équitable ou pour ne pas complètement être ne jouer le jeu justement. Qu'est-ce que vous pensez et quel impact elle a finalement sur les relations ou le bras de fer qui se joue aujourd'hui entre l'Iran et les puissances occidentales? Oui, c'est des critiques qui ont... C'est des vives critiques d'observateurs très sérieux à travers le monde. Qui ont ciblé régulièrement l'AUA, notamment sur son traitement du dossier iranien, et notamment le dernier rapport qui a été publié quelques jours avant les bombardements israélo-américains et qui, selon les autorités iraniennes, ont été une justification en réalité qui a été accordée à ces attaques parce que selon les rapports de l'AUA, il y avait toujours une certaine ambiguïté sur le programme nucléaire iranien malgré tous les gages qui ont été donnés officiellement par les Iraniens.
Très bien, d'ailleurs, je signale que cette agence a aussi été pointée du doigt concernant les tests nucléaires en Algérie, d'ailleurs, par des observateurs très sérieux. On va continuer. Vous avez commencé à nous expliquer le snapback, ce que ça impliquait aujourd'hui dans ce mécanisme de sanctions, et d'ailleurs expliquant notamment qu'il avait mis en place, en fait, qu'il avait bloqué d'emblée en 2015, lors de sa mise en place, un éventuel veto des États-Unis et De la Chine de de la la Russie Chine, pardon, de la principalement, oui. Chine et de la Russie. Finalement, est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de l'Iran comme étant un pays qui est en train de résister ou vraiment d'un pays qui refuse de contrairement à d'autres pays dans la région, de se mettre sur la politique des États-Unis. Mais surtout quand aujourd'hui on voit certains pays, notamment les pays arabes, notamment l'Arabie saoudite, qui s'ouvrent à d'autres pays. Ils sont ouverts à la Russie, ils sont même allés vers une normalisation des relations avec la Chine et récemment avec le Pakistan. Comment est-ce que tout ça est en train de trouver comment est-ce qu'on est en train de faire l'équilibre des forces finalement au Moyen-Orient à la lumière du génocide à Gaza et des changements d'équilibre? Oui, on voit que les Iraniens essayent de garder une certaine indépendance par rapport à leur politique étrangère, et notamment pour défendre leurs intérêts dans la région. Ils se sont également encerclés. On sait qu'ils ont perdu beaucoup d'alliés ces derniers temps à travers la chute du régime de Bachar al-Assad, par exemple, l'affaiblissement des Hezbollah au Liban. Donc tout ça, c'était des alliés en réalité classiques de l'Iran. Donc aujourd'hui, l'Iran est en situation défensive, d'où également cette nécessité pour les Iraniens d'essayer de sanctuariser leur territoire à travers notamment le développement de l'armement balistique qui a montré toute son efficacité lors de la guerre des 12 jours avec les Israéliens. Donc ça avait créé un certain équilibre de la terreur. Effectivement, les Iraniens avaient subi d'importants dégâts, mais de l'autre côté, les Israéliens également ont subi d'importants dégâts à travers ces missiles balistiques. Et on voit qu'il y a un chamboulement géopolitique dans la région. Dernièrement, comme vous l'avez cité, le rapprochement de l'Arabie saoudite avec le Pakistan, et le Pakistan qui s'est engagé d'utiliser l'armement nucléaire pour protéger l'Arabie saoudite. Et on voit ça que ça vient en quelque sorte en réponse à la dernière attaque israélienne qui a ciblé le Qatar et qui a montré que finalement le parapluie américain pour les monarchies du Golfe était à géométrie variable, que lorsque l'attaquant était Israël, ce parapluie ne fonctionnait pas réellement. Donc ça remet carrément en cause le pacte, on va dire, officieux qui existe entre ces États qui ont accepté des bases militaires sur leur territoire et de s'aligner en grande partie sur les positions américaines sur le plan international vis-à-vis du dossier palestinien notamment. Et on voit que finalement ce parapluie n'a pas été d'une utilité importante pour protéger le territoire qatari contre les attaques israéliennes, même si officiellement les Américains n'étaient pas informés de cette attaque. Mais on sait parfaitement qu'une telle attaque n'aurait pas pu être menée sans un aval américain. Très bien, justement, on va continuer à parler de ce Moyen-Orient et des bouleversements qui sont en train d'être observés. Comment est-ce que le génocide à Gaza, et justement aujourd'hui on voit les États-Unis suivre la politique de Netanyahou en dépit du Premier ministre sioniste, donc en dépit des sanctions de la Cour de justice internationale, en dépit de la mobilisation internationale, notamment des populations au nord. Il y a une grosse mobilisation dans les pays du nord qui dépasse de loin celle qu'a connue le monde face à la guerre du Vietnam. On voit aussi au sein même du Conseil de sécurité les États-Unis presque isolés sur le dossier de Gaza, des reconnaissances à des fins politiques de l'État palestinien, certes, mais des reconnaissances quand même. Comment est-ce que le génocide à Gaza est en train de bouleverser la géopolitique du Moyen-Orient? Est-ce qu'il a finalement porté à ces sanctions contre l'Iran, quand on sait que l'Iran fait partie des ennemis traditionnels de l'entité sioniste et que l'Iran fait partie surtout des pays qui soutiennent l'établissement d'un État palestinien sans Israël et sans l'entité sioniste? Effectivement, on voit aujourd'hui que la situation à Gaza, et comme vous l'avez dit, le génocide qui est en cours à Gaza, sur le plan international, malgré le soutien américain à Israël, a isolé Israël sur la scène internationale, comme ce n'est jamais arrivé auparavant. Et on voit que même les États-Unis sont de plus en plus isolés et critiqués sur ce dossier. Et les dernières reconnaissances, même s'ils sont politiques, comme vous l'avez dit, par rapport à l'État palestinien par un certain nombre d'États, notamment occidentaux, à l'image de la France ou du Royaume-Uni,
reste un revers très important pour la diplomatie israélienne Lors de son discours, le Premier ministre israélien, l'ensemble des délégations présentes sont sorties de la salle, ce qui est exceptionnel pour le pays qui a déchiré quand même la carte du monde, qui a déchiré sans qu'il y ait sanctions. Il n'y a jamais eu de sanctions à l'encontre de l'antitétioniste. Dans le monde occidental, Israël n'a jamais été aussi isolé, notamment au niveau des opinions publiques, ce qui crée une pression sur les responsables politiques qui doivent à un moment donné, on voit le changement de discours. À un moment donné, il y avait une certaine bienveillance, on va dire, vis-à-vis d'Israël sur le dossier palestinien. Et on voit maintenant de plus en plus de critiques très très dures, qui restent toujours dans un stade politique. Il n'y a pas eu encore des sanctions réelles vis-à-vis d'Israël pour le moment, mais on voit que sur le plan politique et du discours, il y a une évolution très très importante. L'évolution du discours, on peut parler d'ailleurs de l'évolution du discours de la première ministre italienne qui a affirmé qu'elle était prête à soutenir des sanctions dans le cadre de l'Union européenne contre l'antitétionnisme. Il y a aussi le discours très uni des pays du Sud qui soutiennent l'antitétionnisme. Certains sont avant même, comme le président de la Colombie, qui affirme qu'il est temps de créer une armée et aller vers la libération de la Palestine. Est-ce que finalement, face à ces bouleversements que connaît le Moyen-Orient, l'objectif des États-Unis, qui, rappelons-le, se sert de l'antitétionniste comme étant une arrière-base au Moyen-Orient, et d'empêcher aujourd'hui l'émergence d'une puissance comme l'Iran, pour empêcher toute forme d'équilibre des forces et garantir son maintien et le maintien de son hégémonie sur le monde. Effectivement, et on le voit, là, toute la stratégie d'Israël, ça a été de faire le vide autour d'elle, d'empêcher l'émergence d'un État qui puisse faire l'équilibre, notamment sur le plan militaire, même s'il y a une grande différence, parce qu'on sait qu'Israël est une puissance nucléaire, mais rien qu'au niveau de l'armement conventionnel, Israël a tout fait pour empêcher les puissances régionales d'atteindre un certain seuil, et notamment sur le dossier nucléaire. On l'a vu avec l'Irak auparavant et aujourd'hui avec les Iraniens. D'où les félicitations israéliennes qui sont venues tout de suite après l'annonce des nouvelles sanctions contre les Iraniens. Et on sait que les Israéliens cherchent à faire le vide et ils ont intérêt à avoir des États faibles ou faillis autour d'eux. Comme ça, ils peuvent maintenir leur hégémonie et s'ingérer dans les affaires intérieures des États environnants. On le voit tous les jours avec ce qui se passe au Liban, en Syrie aujourd'hui. C'est une stratégie connue des Israéliens depuis très longtemps. Pour certains observateurs, notamment en Afrique ou encore dans le Sud globalisé, en particulier entre l'Amérique latine et l'Afrique, les sanctions qu'on impose à l'Iran depuis plusieurs décennies ne servent ni la géopolitique mondiale, ni les intérêts des États-Unis et de l'Union européenne. Qu'est-ce que vous pensez de cela ? Oui, c'est effectivement cette stratégie des sanctions internationales, de manière générale, en dehors de l'Iran, a montré son incapacité. En réalité, souvent, officiellement, le discours qui est mis en avant, c'est d'exercer une pression forte sur les autorités ou les régimes sur place pour les pousser à changer de position sur tel ou tel dossier. Mais dans les faits, en réalité, ces sanctions ciblent principalement les populations civiles qui sont les premières victimes des sanctions économiques et de l'augmentation des prix, etc. Donc le résultat final de ces sanctions reste très très limité, même si on ne peut pas exclure l'idée qu'il y a derrière la volonté d'un changement de régime. En réalité, donc pousser la société civile à se révolter contre justement, le dirigeant de l'antitétionniste, le premier ministre de l'antitétionniste Netanyahou, a fait aussi une volte-face dans le discours en s'adressant directement à la population iranienne, en particulier depuis la guerre de 6 jours. On retrouve ce mécanisme-là de s'adresser directement à la population iranienne ou à la société civile iranienne de la part des dirigeants occidentaux en Europe ou aux États-Unis. Mais finalement, ces dirigeants-là qui s'adressent au peuple iranien au nom de la démocratie, les appelant à la révolte contre le régime, ne font pas écho au sein de la société iranienne. Et quelles sont les conséquences de ces sanctions sur le peuple iranien ? Oui, les conséquences, comme je viens de le dire, sur un plan économique peuvent être très très dures par rapport à la population, mais on oublie un fait que, par exemple, lors de la guerre des 12 jours et les attaques israéliennes qui ont ciblé l'Iran, on a un effet classique. Lorsqu'un État se fait agresser, on a un rassemblement de la population autour des autorités, même si on n'est pas nécessairement en accord sur toute la politique de ces autorités, mais il y a une sorte de rassemblement, le retour de la fierté nationale,
et une volonté de faire force commune pour résister à l'agression, en réalité. Brièvement, parce qu'on arrive à la fin du temps qui nous est imparti, quel est finalement aujourd'hui le rôle de la Russie et de la Chine dans la recomposition de l'échiquier régional au Moyen-Orient, et comment est-ce que la guerre entre les États-Unis et la Chine est en train d'influer sur le dossier iranien ou sur le génocide à Gaza ou sur la situation au Moyen-Orient? On voit effectivement la Russie et la Chine sont en train de devenir des puissances, c'est des puissances à la base, mais qu'ils arrivent à rassembler autour d'eux de plus en plus d'États, notamment du Sud. Et on l'a vu à travers les BRICS, qui sont aujourd'hui une nouvelle organisation qui vient en opposition par rapport à des organisations ou l'organisation telles que le de Shanghai, G7 ou le G20, exactement, pour donc créer un équilibre par rapport à l'Occident. Et beaucoup d'États considèrent qu'aujourd'hui, il est important de coopérer avec ces États, tels que la Russie ou la Chine, pour pouvoir équilibrer les rapports sur le plan international. Bassem Larred, je rappelle que vous êtes expert en stratégie et géopolitique. Merci de m'avoir accompagné ce soir. Merci pour votre invitation. Quant à vous, très chers téléspectateurs, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente suite des programmes sur Al 24 News.